Bienvenue dans Arte Reportage, où nous partirons à la rencontre d'hommes et de femmes qui vont nous ouvrir les yeux sur le monde. Une colonie pénitentiaire sans barbelés ni barreaux pour devenir un homme meilleur? Aux Philippines, dans la jungle de l'île de Palawan, les détenus circulent librement, ou presque. Mais d'abord direction la Grèce. On dit souvent que le temps c'est de l'argent. Et s'il est bien un pays pour qui le temps presse et qui manque d'argent, c'est la Grèce, paralysée dans l'attente des élections qui se tiendront le 20 septembre. Ce sera la 5e fois en 6 ans et la 3e en 9 mois que les Grecs se rendront aux urnes. Les réformes ont été retardées pour cause de campagne électorale et l'avance d'Alexis Tsipras fond maintenant comme neige au soleil. Si le Premier ministre sortant n'obtient pas la majorité, le pays risque de plonger dans une nouvelle crise politique. Tsipras est originaire de l'Épire, une région au nord-ouest du pays, qui a voté pour lui à 44% en janvier dernier. Mais là-bas, comment les habitants peuvent-ils encore croire aux promesses? Nous avons voulu sonder la Grèce profonde et suivre quelques habitants dans leur quotidien. Dans la ville d'Arta, ils racontent un ordinaire fait de privations et de doutes. Les images sont parfois trompeuses. Reportage Nathalie Georges et Éric Bergeron. Fidèle au poste, comme tous les matins à l'aube, Frédéric Voïdarou est dans son jardin, ou plutôt son garde-manger. Brocolis, choux, haricots, betteraves, poivrons, aubergines, courgettes, fleurs de courgettes. En fonction des saisons, il y a toujours de quoi remplir les assiettes. La terre d'Arta est fertile, si l'on sait s'y prendre. Et cette retraitée de 71 ans a la main verte et une énergie débordante. Je fais ça pour mes enfants. Nous sommes 3 familles à manger grâce à ce potager, à nos légumes. J'en donne à ma fille, à mon fils et à mon autre fille qui vit à Xanthi, je lui en envoie. Les frères et sœurs de Frédéric viennent aussi s'approvisionner. En tout, une quinzaine de personnes profitent de ce potager familial situé à quelques kilomètres du centre-ville d'Arta. La première impression lorsque nous arrivons à Arta est celle-ci, une certaine opulence, une nature riche. Et pourtant, la richesse de Frédéric se limite à sa cueillette du jour. Sa situation financière est à l'image du pays, en crise. La retraite de son mari est passée de 1 500 à 1 000 euros. La sienne, 460 euros, n'a pas encore été réduite, mais ça ne saurait tarder. Ses 3 enfants, fonctionnaires, ne gagnent guère plus de 900 euros par mois et doivent tous rembourser des emprunts. Pour la moussaka du déjeuner, Frédéric a acheté la viande. Tout le reste vient de son potager. Que faire? On va se serrer un peu plus la ceinture au niveau de la nourriture. Pour les vêtements, on a déjà renoncé, mais bon, on va devoir réduire les frais de nourriture. Car il y a aussi le fisc, l'électricité, l'eau, le téléphone, et maintenant en plus il y a la taxe foncière. Elle ne va pas tarder à arriver d'ailleurs. On ne s'en sort pas. Il faudra s'appliquer encore plus d'austérité à nous-mêmes. Donc on ne mangera plus que nos légumes. C'est désormais la règle à Arta, choisir, renoncer et attendre. La ville elle-même et ses habitants ont réduit leur train de vie. En milieu de matinée, les agents du service propreté sont à l'œuvre. À leur tête, Yanis Panou, 43 ans, oreillette toujours branchée à son portable pour gérer son service tout en donnant un coup de main à ses hommes. Celui-là et celui-là devant. Oui, allô? Allô? Oui? Oui? Remonte. On aura assez de sacs poubelles jusqu'à Noël? Mais non, pas si on les change tous les jours. Je vous ai dit de pas les changer tous les jours. Compter, économiser, il sait faire, tant au boulot qu'à la maison. Yanis a été embauché à 1 145 € comme éboueur. Il touche maintenant 811 € comme chef de service. Une promotion et une baisse de salaire, la routine en Grèce. Tout comme les changements de cap.
Yanis est diplômé en théologie. Il se rêvait enseignant. Mais faute de poste disponible, il a passé un concours de la fonction publique pour être éboueur à Arta. Décrocher un boulot, comme fonctionnaire de surcroît, c'est déjà ça. D'un côté, oui, c'est bien, on a la sécurité de l'emploi, mais de l'autre, les réductions de salaire ont été telles que ça fait très peur. Notre vie a été bouleversée. Surtout quand on a une famille et des enfants élevés, les choses sont très difficiles. Mais nous faisons de notre mieux, et nous les Grecs, vous savez, nous sommes des caméléons. On s'en sort, même dans ce cas de figure, on s'adapte. Des sentiments contrastés et un certain fatalisme. Yanis se remet au travail malgré tout. Rendez-vous avec le maire devant le marché couvert pour un petit briefing propreté. Bonjour monsieur le maire, comment ça va? Bonjour. Voici les feuilles de route. Ah, c'est détaillé? À Glycoliso, j'ai mis 2 poubelles, une d'ordures ménagères et une de recyclage. Ok, ça marche. Salut, à plus. Ok, merci. Le maire, Christos Tyrogiannis, garde un œil sur tout. Il a été élu en mai 2014 à la tête de cette ville de 43 000 habitants sur une liste sans étiquette. Auparavant, il était conseiller régional pour Nouvelle Démocratie, le parti conservateur. À 40 ans, il veut incarner un nouveau style, loin des querelles de parti, proche de ses administrés. Discutez entre vous, créez une association et venez me voir avec un représentant. Vous nous expliquerez les problèmes du marché couvert et on trouvera des solutions. Oui, on aurait déjà dû le faire. Ah, alors faites-le. Il encourage, à condition que ça ne coûte rien, puisque les finances de la mairie sont aussi placées sous le signe de l'austérité. Les administrés ont de plus en plus de mal à payer leurs impôts locaux. Depuis la crise, les subventions de l'État ont baissé de 70%. Le budget de la ville est serré, 35 millions d'euros, 11 de moins que l'an dernier. Arta tourne au ralenti. La crise se manifeste principalement de 2 façons. D'un côté, par les recherches d'emploi. C'est un phénomène très fréquent. D'un autre côté, par le fait que les commerces des alentours ont beaucoup moins d'activité qu'avant la crise. On voit beaucoup de commerces fermés parce que les commerçants n'ont pas pu faire face. L'animation dans les rues commerçantes, l'image est trompeuse. Beaucoup ne font que s'y promener sans dépenser. C'est le cas de Fotini Panoula, adepte du lèche-vitrine. Plaisir des yeux seulement. Elle est au chômage. Bonjour, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu as de beau à me montrer? Classe. Comment tu trouves? Oh, j'aime beaucoup. Ça te met en valeur. Je préfère avec le col plus ouvert. Là, j'ai essayé. Je vais peut-être la garder en tête. Lui demander de la mettre de côté, lui donner la moitié de la somme, l'autre moitié plus tard et l'acheter. Les gens paient plus par carte en plusieurs fois, ou alors ils nous demandent de les mettre de côté. Ils paient petit à petit, 10 € une fois, 20 €. Il y en a beaucoup qui font comme ça, mais l'essentiel, c'est que les gens achètent. Nous sommes très très satisfaits. En 2 ans d'existence, c'est même mieux que ce qu'on espérait. L'exception qui confirme la règle. Certaines boutiques haut de gamme s'en sortent. Il y a une clientèle malgré tout. Une autre entreprise a tiré profit de la crise, celle de Nikos Papazoglou. « 75 salariés, pas de licenciements, de gros investissements, un chiffre d'affaires qui est passé de 9 millions d'euros il y a 5 ans à 12,5 millions l'an dernier, pour une raison étonnante. L'Aki est leader de la nourriture pour chiens en Grèce. Il y a des tendances, des secteurs en hausse, le secteur des vélos et celui des animaux de compagnie. Ces 5 dernières années, il y a plus de propriétaires d'animaux de compagnie. Cela s'explique probablement d'un point de vue social.
Parce que dans un monde cruel, en proie à la crise, les gens ont tendance à acheter un animal. Mais voilà, Nikos Papazoglou est aussi le patron d'une autre entreprise, Vicky, spécialisée dans la charcuterie. Et là, le tableau est plus sombre. 35 millions de chiffre d'affaires avant la crise, 21 millions l'an dernier. Il a dû licencier 135 personnes sur 330 et l'hémorragie devrait se poursuivre cette année. Dans la région d'Épire, où se trouve Arta, le taux de chômage est de 25%, presque identique au chiffre national. Fotini pointe au chômage depuis juin 2013. Diplômée en commerce international, elle désespère de trouver un travail. Tous les 3 mois, elle passe à l'agence pour l'emploi. Bonjour. Vous pouvez actualiser ma carte? Je suis venue renouveler ma carte de chômeuse et me renseigner sur d'éventuels postes subventionnés par l'Union européenne. C'est pour ce maigre espoir qu'elle reste inscrite à l'agence pour l'emploi. Cela fait bien longtemps qu'elle ne perçoit plus d'allocations. Elle a touché 340 € par mois la première année, depuis, plus rien. Chômeuse, mais pas inactive, elle participe bénévolement à l'organisation d'une foire commerciale à Arta et démarche toutes les entreprises de la région. Grâce à cette activité, je rencontre beaucoup de monde, ce qui agrandit mon réseau. J'espère que cela contribuera à ce que je trouve un emploi à l'avenir. Rendez-vous chez Grégory Georgianos, patron d'une entreprise de fenêtres en PVC, fondée il y a 30 ans par son père. En 2008, ils ont fait 500 000 € d'investissement, la moitié provenant d'aides européennes. Ça va? Ça va très bien. Comment vont tes affaires? Ça va, on fait ce qu'on peut. Entre. Voilà l'atelier de fabrication. Donne-moi un bout pour montrer à la jeune dame. Ah ouais. Jusqu'en 2009, 25 fenêtres sortaient chaque jour de l'atelier. Cette année, 50 par mois à peine. Essentiellement des chantiers de rénovation chez des particuliers qui bénéficient d'aides européennes pour changer leurs fenêtres. Tu veux qu'on passe au bureau pour parler affaires? Oui, allons-y. Ok. Donc c'est ce genre de pièces que tu exposeras à la foire? Oui. Un stand à la foire commerciale lui permettra peut-être de signer quelques commandes et sauver ce qui peut encore être sauvé. Grégory a déjà licencié 5 salariés sur 7. Les 2 qu'il a gardés ne travaillent pas tous les jours. Évidemment, ça nous fait peur. On a du mal à s'en sortir. Notre première préoccupation est d'être en règle face à nos obligations de payer nos salariés. Et ce qu'il reste, c'est pour nous, s'il reste quelque chose. Bon, Grégory, la mairie organise une foire du 27 septembre au 3 octobre. Tu sais de quoi il s'agit? Tu as déjà participé? Oui, j'y étais. Ah, très bien. Alors je te donne au minimum un stand de 12 mètres carrés. Combien de mètres carrés tu veux dans l'idéal? Au moins 18 mètres carrés. Bon, 18 mètres carrés. 18 à 20, pas plus. 20, ce serait l'idéal. Pour Fotini, c'est une bonne expérience, une façon de rester dans l'univers professionnel. Malheureusement, ce n'est pas ici qu'elle trouvera un travail. Je poursuis ma recherche d'emploi. Je cherche quelque chose dans la communication, parce que je suis très sociable. Je veux quelque chose dans ce genre. Ou alors dans la vente. Advienne que pourra. Retour à la campagne, à quelques kilomètres d'Arta. Frédéric, la retraitée, est venue nourrir ses poules, car en plus de son grand potager, elle a un poulailler. Quand on lui demande si elle a déjà acheté des œufs dans un supermarché, la réponse est claire. Non. Toujours des œufs frais. Quand les poules sont en forme, elles pondent une 50aine d'œufs par semaine. Frédéric vient d'une famille d'éleveurs et dit qu'elle a l'habitude des privations.
C'est difficile, oui. Mais pour moi, à la rigueur, ça va, car j'ai ma retraite. Ici, il y a des gens qui ne touchent rien. Comment vont-ils vivre, eux? Ceux qui ont des oliviers, les bonnes années, ça va encore, ils peuvent en vendre un peu. Mais qu'est-ce qu'ils vont manger? C'est très difficile pour les jeunes qui n'ont pas de travail. Frédéric possède aussi des oliviers et fournit l'huile pour tous ses proches. Viens que je t'ouvre la porte. Viens, ma chérie. Potager et poule, le duo gagnant aussi pour Lola Malami, la nièce de Frédéric, en cuisine, sous le regard de ses petits-enfants. Mais elle n'est pas en train de préparer le déjeuner. Je cuisine, je fais des boulettes de viande, car mon fils a un café Nio dans Arta. Je lui fais des petits mezzés. J'aide du mieux que je peux. Voilà. Dans le café de son fils, comme dans tous les cafés traditionnels, il y a toujours de quoi grignoter. Du fait maison, c'est moins cher et meilleur, dit-elle. Lola travaille dans un centre pour handicapés mentaux depuis 20 ans. Chaque année qui passe est de plus en plus difficile. Nous avons de grandes difficultés financières, notamment cette année 2015. Nous n'avons pas du tout été payés. Les 3 années précédentes, on nous avait alloué des subventions européennes, mais cette année, le fonds a été suspendu. Et l'État grec n'a pas pris le relais. À 60 ans, Lola attend avec impatience de prendre sa retraite. D'ici 2, 4 ou 6 ans, tout dépendra des prochaines réformes. Son seul revenu pour l'instant, une partie de la retraite de son mari, décédé il y a 2 ans. Elle doit d'ailleurs encore rembourser les dettes qu'elle avait contractées pour payer ses soins médicaux. Je ne fais plus de sorties, je ne vais nulle part, même pas au café, car mon argent me sert à payer toutes mes dépenses, les médecins, tout ce dont j'ai besoin. Et puis l'assurance maladie ici en Grèce a changé. Désormais, tu paies chez le médecin, qu'il soit conventionné ou pas. Et pour les médicaments, il n'y a que 25% de prise en charge. Son principal regret, ne pas pouvoir gâter ses petits-enfants. Thanassis, son fils de 40 ans, a dû retourner vivre chez elle après son divorce. Avant d'aller au café, étape incontournable, récupérer les petits plats de maman. Tu as prévu quel plat pour demain? Du poulet et je ne sais pas ce que tu veux. Une salade de pommes de terre? Oui, une salade de pommes de terre, c'est très bien. Ok, ça marche. Allez, salut. La solidarité familiale, une valeur essentielle en Grèce, davantage encore depuis la crise. Voilà le café Nio de Thanassis, à 2 pas des rues piétonnes, en plein centre-ville. Il l'a ouvert il y a 2 ans. Un bistrot de quartier où les clients sont tous des habitués. Les boulettes de viande de Lola font partie des amuse-bouches offerts à l'apéro. Voilà pour vous, madame. Ça va? Des petites attentions auxquelles Thanassis n'a pas encore renoncé. Il traverse pourtant une situation financière compliquée. Son chiffre d'affaires a été divisé par 2 depuis le début de l'année. 5 000 € au lieu de 10 000 par mois. Et il faut payer 2 salariés, les fournisseurs, les taxes. Bien sûr que je suis inquiet. C'est mon principal souci d'ailleurs. Alors que j'avais de bons revenus, je me suis retrouvé soudainement presque à zéro. C'est un vrai souci pour moi. Parce que j'ai investi toutes mes économies dans ce projet. Thanassis a de la chance dans son malheur, il n'est pas endetté. Mais il se demande s'il pourra tenir jusqu'à la fin de l'année. Question récurrente en Grèce. Malheureusement, d'après ce qu'on entend, ça risque de durer. Et ça, c'est mauvais signe. Le fait qu'on ne voit pas le bout du tunnel. On n'en voit pas le bout. À quelques kilomètres du centre d'Arta, Christos Katsioulas, agriculteur, retrouve ses amis dans leur café Nio préféré.
Café des villes, café des champs, les sujets de conversation sont les mêmes. On parle de foot, de meurtre, de politique et de nos boulots. Boulot et politique sont souvent liés, pas la politique européenne, la politique grecque et les gouvernements successifs. Georgios Karalis est éleveur de vaches, mais ça ne lui rapporte plus rien. Disons que les bonnes années, on a pu se faire une belle situation, mais maintenant, on se sent trahi et arnaqué par l'État. On nous a mis dans le pétrin et puis on nous a lâchés. Moi, il ne me reste rien. Je dois de l'argent aux banques, au fisc. Et si là, je suis en mesure de boire 2 bières avec mes potes, eh bien c'est parce qu'on ne paie pas ce qu'on doit au fisc, à l'électricité et partout ailleurs. Peut-être que ça a l'air sympa, mais derrière, il n'y a que du vent. On ouvrirait une ardoise chez l'épicier, une autre au bureau de tabac, et on paiera plus tard si on a les moyens. Sinon, l'épicier ira en prison et nous on suivra. L'amertume, le désenchantement, ce n'est pas dans la nature de Christos qui rentre chez lui. Grâce à son frère éleveur, la famille ne manque pas de viande. Le reste, c'est plus dur. À 49 ans, il est très inquiet pour lui et ses enfants adolescents. Comme beaucoup de Grecs, il a cru que Syriza allait proposer autre chose. Je ne suis pas qu'un peu mécontent, je suis très mécontent. J'ai voté pour Syriza aux dernières élections, on s'est moqué de moi. Je vais toujours voter, pas question que je m'abstienne. Mais cette fois, je voterai pour le parti d'extrême gauche Antarcia, comme je l'ai toujours fait. Christos travaille avec sa femme Maria. Ils exploitent une plantation de kiwis de 20 hectares, à irriguer tous les jours jusqu'au début de la récolte, en octobre. Ceux-là, ils ne valent rien. Ils ne sont même pas commercialisables parce qu'ils sont trop plats. Et s'ils pèsent moins de 70 grammes, on ne peut pas les vendre. Les revenus de la famille, 16 000 € l'an dernier, soit environ 1 300 par mois. Ils ont exporté leur récolte en Italie. Les tarifs étaient plus intéressants qu'en Grèce. Mais chaque année, tout est remis en question. On ne sait pas quel tarif le grossiste va nous proposer. Et puis c'est aussi aléatoire d'un point de vue climatique. Si la grêle vient tout détruire par exemple, les dédommagements sont vraiment très bas comparés au prix auquel on les aurait vendus. Un découragement qui les pousse désormais à envisager de tout arrêter et de quitter la Grèce. Je ne sais pas où j'irai, là où je pourrais gagner assez d'argent pour survivre. Au centre-ville d'Arta, les terrasses sont bondées, la crise semble loin. Fotini s'accorde une pause avec son cousin Dimitri. Il travaille dans une entreprise de terrassement. Le chantier a commencé pour de bon. Ah, ils vont pas l'arrêter à cause des élections? Ouais, peut-être. On va à nouveau devoir s'arrêter de bosser. Les aléas de la politique grecque, de quoi occuper les conversations pendant des heures, autour d'un café, à 2,50 €. C'est tout ce que Fotini peut se permettre. Elle vit chez ses parents. La retraite de son père est la seule source de revenus de la famille. Une vie qui ressemble à celle de beaucoup de jeunes Grecs, chômeurs ou pas. Beaucoup de mes amis qui travaillent ont le même rythme de vie que moi qui suis au chômage. Eux ont des impôts à payer. Et moi qui suis au chômage, je n'ai pas de revenus pour sortir. Je ne sors pas tous les jours, mais j'ai besoin de sortir de la maison. J'habite dans un village. Ce n'est pas possible que les seules personnes que je fréquente soient mon papa et ma maman. Une bouffée d'oxygène et une sortie pas trop chère. Yanis, l'employé de la mairie, a fini son service et a promis une glace à ses enfants. On passe à la banque? Oui, on va au distributeur. Appuie sur retrait. Bravo. Espérons que cela ira mieux, on prie pour ça. Malheureusement, si jamais ça se dégrade, on ne pourra pas offrir un avenir à nos enfants. Nous n'aurons rien à leur léguer. Et je pense que nous sommes au seuil d'une catastrophe. Des mots terribles d'un papa qui tente de préserver ses enfants.
Nina, sa fille de 13 ans, s'accroche toujours à ses rêves d'adolescente. Elle aimerait faire des études d'architecte en Angleterre, pour aller voir ailleurs comment les gens vivent, ailleurs qu'en Grèce. Quand je serai grande, j'ai pas envie que ce soit comme ça. J'aimerais pas être à la place des adultes aujourd'hui. Bon ben, c'est con tout ça en fait. Quand Nina sera grande, la Grèce saura peut-être relever la tête. Dimanche prochain, la Grèce adoptera peut-être un nouveau cap. Le plus souvent, quand les Philippines font la une, c'est parce que la nature se déchaîne. Mais pas dans ce numéro d'Arte Reportage. L'île de Palawan a tout d'un paradis tropical avec ses récifs de corail et son peuple indigène. Mais les touristes peuvent aussi découvrir une attraction inédite, la plus grande prison à ciel ouvert au monde. Ici, la jungle environnante rend les murs superflus. Les 2600 détenus vivent pour la plupart dans des villages. Les plus dociles ont droit à une hutte individuelle, comme une étape vers une vie normale. Et certains peuvent même faire venir leur famille. Évidemment, il y a des tensions entre détenus. Et la nourriture qu'ils cultivent en grande partie et préparent eux-mêmes ne suffit jamais. Cet établissement qui porte le nom de ferme pénale se veut pourtant une prison modèle. Car le but affiché par les autorités est de préparer leur réinsertion. Mission réussie? Réponse de Michel Unger et Elsa Kleinschmager. En venant ici, on a visité une ferme d'élevage de crocodiles. Ces bestioles m'ont fait de la peine, enfermées dans leur cage. Ici par contre, il y a vraiment de l'espace et tout est grand ouvert. Apparemment, danser, ça leur plaît bien. Ils ont l'air de s'éclater. Ça doit leur changer les idées. En tout cas, on n'a pas l'impression d'être comme aux zoos à observer des animaux sauvages. On se sent plutôt comme dans un village, tout ce qu'il y a de plus normal. Peut-être que pour eux, vivre ici, c'est même mieux que dehors. S'ils étaient à Manille, dans une grande ville, ils auraient vraiment du mal à trouver un job. Tandis qu'ici, ils sont entre eux. Les touristes leur achètent plein de trucs. Moi, je préférerais être en tôle ici plutôt qu'à Manille. Quand on regarde autour de soi, il n'y a rien qui choque. On a vraiment l'impression d'être dans un village comme les autres. On ne s'aperçoit pas qu'on est dans une prison, mais quand on y réfléchit un peu et qu'on réalise qu'on est entouré de prisonniers, là, ça fait quand même un peu bizarre. Mais sinon, c'est plutôt sympa. Chaque jour, la prison d'Ivaïg accueille des dizaines de visiteurs, une colonie pénitentiaire modèle devenue attraction touristique. Ce bagne, fondé en 1904 par les colonisateurs américains, s'étend sur une surface 2 fois grande comme Paris. Ici, les prisonniers ne purgent pas leur peine confinés dans de minuscules cellules, mais évoluent et travaillent quasiment en plein air. L'idée, c'est de préserver leur capacité à vivre en société pour les préparer à la liberté. À la tête des 160 surveillants de la prison, le sergent Isagani Garcia. Le comportement des détenus n'a plus aucun secret pour moi. En plus, je connais les lieux comme ma poche, parce que je suis né ici.
Et je pense que c'est l'endroit idéal, aussi bien pour les prisonniers que pour nous, les gardiens qui en ont la responsabilité. Les détenus autorisés à se présenter ici à l'appel peuvent s'estimer heureux. Dans la plupart des autres prisons des Philippines, les conditions de vie sont dantesques. Violence, insalubrité, surpeuplement. Dans certains bagnes, les prisonniers sont même obligés de dormir à tour de rôle. La prison d'Ivaïg n'accueille que des hommes. Assassins, voleurs, trafiquants de drogue, ces détenus-là n'ont plus que 3 ans à faire. Leur t-shirt couleur sable indique qu'ils sont classés dans la catégorie détenus de niveau de sécurité minimale. Parmi les quelques 3000 prisonniers d'Ivaïg, il y a Balthazar. Cela fait déjà 28 ans qu'il est ici. Il travaille à l'entrepôt des matériaux de construction. Ça, c'est mon jardin, mon petit jardin. Oh, ma vie ici n'est pas si mal que ça. J'ai ma famille qui vient parfois me rendre visite et à qui je peux toujours demander un coup de pouce. Oui, ma famille m'aide beaucoup. C'est pour ça que pour moi, la vie ici est tout à fait supportable. En plus, j'ai même ma propre cabane. Je peux élever des poules, cultiver des légumes et des fruits. Ça fait un peu de nourriture, en plus des rations que nous donne l'administration pénitentiaire. Donc, ça va. Le barreur de la pirogue est lui aussi un détenu. Théoriquement, les 2 hommes pourraient se faire la belle à tout moment. Sauf que de l'autre côté de la rivière, une jungle impénétrable les attend. Si la liberté semble ici à portée de main, elle a un goût amer. Entre ici et dehors, la différence est énorme. Ici, notre marge de manœuvre est limitée, surtout par les règles de l'administration pénitentiaire. Dès qu'on prend une initiative, qu'on fait quelque chose d'un peu inhabituel, on court le risque de commettre une infraction. Et ça, c'est pas la liberté. Dans une société libre, les gens font ce qu'ils veulent. Ici, on doit respecter des règles très strictes. Ces règles sont définies par Antonio Cruz, le directeur de la prison. Pour cet ancien général, les détenus d'Ivaïg vivent dans le meilleur des mondes carcéraux. Certains disent qu'ici c'est un village, parce que nos détenus peuvent avoir des voisins qui ne sont pas des prisonniers. Donc c'est une sorte de communauté. En plus, nous encourageons les détenus du niveau de sécurité minimum à se gérer eux-mêmes, pour qu'ensuite, après avoir purgé leur peine, ils puissent se réinsérer dans la société. C'est pour ainsi dire une phase d'adaptation avant qu'ils soient libérés pour de bon. On appelle ça une détention sans barbelé. Les conditions dans lesquelles nos détenus purgent leur peine sont tout simplement plus humaines. Avant, on les punissait vraiment pour leurs crimes. Tandis qu'aujourd'hui, leur détention s'apparente davantage à de la garde sécurisée et à de la rééducation. Ensuite, Tony, comme il se fait appeler, nous montre ce qu'il aime le plus présenter aux visiteurs, le baraquement minimum sécurité, là où le niveau de sécurité est le plus faible. Dans ce camp de travail, les hommes sont surveillés par d'autres détenus armés de matraques.
S'ils restent assis toute la journée dans le baraquement, ils finissent par tomber malades. Le travail fait donc partie des activités quotidiennes des détenus. Comme sanction? Non, nous on ne voit pas les choses comme ça. Vous trouvez que le jardinage c'est une punition pour vous? Non, n'est-ce pas? C'est plus comme du sport. Vous voyez, ils sont d'accord. Ce n'est pas une sanction. La punition, ce serait de les torturer ou de les forcer à travailler sans rémunération. Mais là, quand ils travaillent, ils reçoivent de l'argent de l'État. Ces hommes sont notre main-d'œuvre. Ils travaillent dans l'agriculture, dans l'élevage du bétail et dans d'autres secteurs pour gagner leur vie. Quand ils travaillent, ils touchent une petite indemnité. Avant, ils travaillaient aussi dans les plantations pour la récolte des bananes. Et une fois leur peine purgée, ils disposent ainsi d'une sorte de livret d'épargne qui leur permet de démarrer une nouvelle vie. En attendant, les hommes se lèvent à 4h30 du matin. Il est 5h30 et le thermomètre affiche déjà 28 degrés. À chaque mission, les détenus gagnent 2 pesos par personne, soit au final 20 000 pesos, environ 500 € pour refaire leur vie, le salaire de 30 années de travail. 2/3 des 3000 détenus d'Ivaïgue portent des t-shirts bleus. C'est le niveau de sécurité intermédiaire. Tous ces hommes sont des assassins, des truands, des dealers de drogue ou des violeurs. Jesus Caballo vit ici depuis 22 ans. Grâce à sa bonne conduite, il a réussi à devenir mayor, c'est-à-dire contremaître et gardien assistant. J'aime bien travailler au champ. Moi, je suis mayor, mais je tiens à travailler avec les autres. Ce que je peux faire, les autres doivent pouvoir le faire aussi. Comme ça, je donne le bon exemple aux prisonniers subalternes. Ils sont une centaine et ils ont tous une faucille bien aiguisée à la main. Les actes de rébellion et les tentatives d'évasion sont pourtant rares. En 35 ans de service ici, le sergent Garcia ne s'est servi de son arme qu'une seule fois. Oui, c'est vrai. Un jour, il y a eu un incident. Je ne me souviens plus quand c'était exactement. Mais un détenu dont j'avais la responsabilité a tenté de s'enfuir. Quand je me suis aperçu qu'il était sur le point de se faire la belle, j'ai tiré des coups de semonce. Immédiatement, il a été appréhendé, transféré au quartier de haute sécurité et puis interrogé. Hormis la batteuse, aucune machine ne vient faciliter la tâche des prisonniers. Le riz n'est pas destiné à la vente, mais à la consommation personnelle des détenus. Les hommes en bleu vivent littéralement du travail de leurs mains. Le seul jour de la semaine où les détenus ne vont pas travailler au champ, c'est le dimanche. Ce jour-là, les prisonniers sont autorisés à assister à un service religieux dans l'enceinte de la prison. Beaucoup de prisonniers viennent de loin, des bagnes surpeuplés de Manille, à plus de 700 km d'ici. Isolés, privés de leur famille, ils cherchent refuge dans la religion. Ils prient avec les familles des employés de la prison, mais les deux groupes ne partagent pas les mêmes bancs. À 72 ans, Balthazar est devenu un fervent pratiquant.
Évidemment, j'aimerais bien pouvoir m'asseoir de l'autre côté avec les autres, dans un véritable esprit de cohésion, comme on peut le faire au sein d'une société libre. Balthazar vient ici tous les dimanches pour demander pardon. Son crime, avoir violé 2 élèves lorsqu'il était enseignant. Balthazar a été condamné à une double peine d'emprisonnement à vie. Il ne sortira jamais d'Ivaïg. Après toutes ces années, on s'est habitué à eux. Donc aujourd'hui, ça va. Ça nous paraît normal. Ce sont des êtres humains et des chrétiens comme nous. Mais derrière cette normalité de façade, Ivaïg reste bel et bien une prison. Et il y a une différence, une grosse différence. Sur le plan psychologique surtout, au niveau des sentiments. Je suis souvent déprimé à cause de la façon dont ils nous traitent, nous les détenus. Non, entre la prison et la société libre, il y a vraiment une différence énorme. Distribution de nourriture dans la zone de sécurité intermédiaire. Non, 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 pas les cartons. D'abord le riz. Emmène-le au baraquement numéro 1. Les prisonniers sont très mal nourris. Par jour et par personne, la maison d'arrêt dépense 50 pesos pour la nourriture, soit moins d'1 euro. Conséquence, beaucoup d'hommes sont décharnés et faibles. Ils souffrent de carences chroniques en protéines et en vitamines. Ici, la malaria et la tuberculose ne sont toujours pas des maladies d'un autre âge. Les détenus mangent du riz blanc 3 fois par jour, mais pas de fruits et de légumes. Ici, il n'y a pas vraiment de régime alimentaire très établi. Mais on leur sert aussi du poulet, du porc, parfois même des légumes comme des haricots ou des fèves. Et vous voyez, aujourd'hui, ils ont des boîtes de sardines. Vous leur donnez des fruits? Oui, ils ont des fruits parfois, des bananes. Alors pourquoi ils se plaignent de la nourriture? Non, nous n'avons en fait reçu aucune plainte. Parce que des fruits, il y en a au menu, hein. C'est prévu par les directives de notre administration. Cette semaine, en tout cas, les fruits brillent par leur absence. Le système carcéral d'Ivaïg repose sur la méritocratie.
Les détenus qui se conduisent bien et possèdent certaines aptitudes peuvent ainsi monter dans la hiérarchie pénitentiaire et bénéficier de privilèges. En tant que mayor, Jesus est responsable de 370 hommes. L'une de mes tâches consiste à éviter toute violence entre les détenus ou à arbitrer des conflits. C'est pour ça que je dois être bon, au moins aux yeux du superintendant. Je dois montrer que je suis sérieux et honnête dans mon travail de gardien assistant. Le dimanche, c'est aussi le jour des visites pour les hommes mariés. Jesus a épousé Marianne il y a 2 ans seulement. Ils se sont connus à la prison, un jour où elle accompagnait une amie. Au début, tout ce qu'elle voulait, c'était une amitié épistolaire. Avec mon premier mari, on se disputait tout le temps. On n'arrivait pas à se comprendre. Il y avait toujours des problèmes. Maintenant que je suis mariée avec Jesus, tout va bien mieux. Bien sûr, ce n'est pas toujours facile, parce qu'on ne peut pas être ensemble tous les jours de la semaine. On se voit juste le week-end. Mais finalement, c'est bien mieux, parce qu'on ne se dispute pas à tout bout de champ comme avec mon premier mari. La plupart des détenus mariés doivent se partager ce qu'on appelle ici la cellule d'amour, 1 heure par couple à tour de rôle. Mais Jesus, le double meurtrier, a le privilège de posséder sa propre cabane. Dans ce système, il y a ceux qui, comme Jesus, grimpent dans la hiérarchie et ceux qui sont tout en bas de l'échelle pénitentiaire. Les détenus qui ne filent pas doux, malgré une peine déjà lourde, sont envoyés dans le bâtiment de haute sécurité, un édifice vieux de 100 ans. Les hommes qui sont ici ont enfreint le règlement intérieur de notre colonie pénitentiaire. Par exemple, ils ont tenté de s'échapper, ou bien ils ont bu de l'alcool, ou alors ils ont joué de l'argent. Et certains ont même essayé de tuer d'autres détenus ou de les blesser. Ici, les détenus ne travaillent pas et sont privés de sortie, écrasés de chaleur le jour, allongés sur des cartons à même le sol la nuit, parqués 24 heures sur 24. En moyenne, ils sont 120 dans ce camp. Les bagarres y sont fréquentes. Oh, ça c'est juste un morceau de bois. Vous savez, sa fonction est purement préventive, dissuasive si vous voulez, au cas où l'un des prisonniers cause problème. Mais ils n'ont pas le droit de s'en servir pour frapper. Ce serait un délit. Ce système de répression pacifique a été mis au point par le directeur de la prison. La discipline interne est très importante. Et ça, on n'a plus besoin de s'en occuper. Ils le font eux-mêmes. Ils se surveillent mutuellement. Et comme ça, vous ne vous salissez pas les mains. On prend les responsabilités que l'on doit prendre. Mais c'est vrai que pour certaines choses, on leur passe le relais. Comme ça, nous n'avons pas besoin de nous occuper de problèmes mineurs. Et la méthode semble porter ses fruits. Vous savez, aux Philippines, il y a en tout et pour tout 7 maisons d'arrêt. Et le nombre de prisonniers dans l'archipel s'élève à 30 000 environ. Et 1% seulement de nos détenus récidivera après leur libération. Pour Jesus, le mayor, dans les petits papiers du directeur, les visites sont terminées pour aujourd'hui. Cela fait 3 ans qu'il est marié et il a encore 4 ans à tenir avant d'être libéré.
Je suis très reconnaissant à Marianne d'être là pour moi et aussi qu'elle veuille bien m'attendre. Je suis vraiment heureux de pouvoir l'aimer et qu'elle m'aime en retour. Marianne pense déjà à l'avenir quand Jesus sera enfin à la maison. Les 4 enfants que j'ai eus de mon premier mariage ont déjà tous plus de 30 ans. Ils ont dit « On est juste content que notre mère soit heureuse avec lui. Tant qu'il s'occupe bien d'elle et qu'ils s'entendent bien tous les deux, alors pour nous tout va bien. » Après sa libération, Jesus aimerait travailler comme chauffeur de taxi sur une moto à 3 roues comme celle-ci, conduire lui-même Marianne au marché et rentrer avec elle à la maison. Mais d'ici là, Jesus va encore passer de longs mois à Ivaïg, dans cette prison sans barbelé qui n'en reste pas moins un bagne aux règles très strictes. Repartir de zéro, c'est aussi ce qu'espèrent les 5 millions de paysans colombiens chassés de leurs terres pendant la guerre civile. Une loi les autorise à réclamer leurs biens, mais ceux qui les ont spoliés ne l'entendent pas ainsi. Le long chemin vers la paix en Colombie, ce sera la semaine prochaine dans Arte Reportage avec William Irigoyen. J'espère que vous serez fidèles au rendez-vous. Quant à moi, je vous retrouve dans 15 jours. Portez-vous bien. Et à très bientôt.